le président Hollande, notre grand témoin pour un échange d'une quarantaine de minutes. Alors, la présidente citait l'historien Fernand Braudel. Vous me permettrez de convoquer, pour ma part, Jules Michelet, vous qui êtes féru d'histoire, qui, dans son ouvrage Notre France 1886, l'écrivait, cette belle, je cite, cette belle centralisation par quoi la France est la France, elle attriste au premier coup d'œil, la vie est au centre, aux extrémités, l'intermédiaire est faible et pâle, entre la riche banlieue de Paris et la riche Flandre, vous traversez la triste Picardie, c'est de Michelet, pardonnez-moi. C'est le sort des provinces centralisées qui ne sont pas le centre même. Il semble que cette attraction puissante les ait affaiblis, atténués. Est-ce que 140 ans plus tard, le constat n'est toujours pas un petit peu d'actualité ? Bon, d'abord, je remercie Carole Delga, la présidente, de m'avoir convié comme grand témoin. C'est un statut maintenant que je revendique, de pouvoir témoigner à la fois de ce que j'ai fait comme président de la République et de ce que d'autres tentent de faire, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Est-ce que les provinces devenues des régions se sont une fois encore dressées contre Paris ? Je ne crois pas. Je pense que les régions ont pris confiance en elles-mêmes et ont été capables de monter des projets, de donner des équipements et de faire entendre leur voix à travers une décentralisation qui s'est au départ conçue à travers les départements. C'était la volonté de François Mitterrand, qui représentait bien une génération qui faisait du département le cœur même de la proximité territoriale. Et ensuite, c'est la région qui est devenue la collectivité territoriale qui a mis en œuvre des politiques publiques. Je me suis efforcé de sauver le département sans recevoir pour autant les compliments que j'attendais, mais de créer des grandes régions précisément parce qu'elles pouvaient disposer de la taille et des moyens assurant leur développement. Souvent, des comparaisons étaient faites entre les régions françaises et les régions européennes. Et ce n'était pas simplement qu'une question de taille, c'était aussi une question de moyens. Notre décentralisation, de ce point de vue, a ouvert tout un champ de développement à travers les collectivités locales qui se superposent, mais n'a jamais été jusqu'au bout de transfert des moyens, des ressources et des compétences qui sont pourtant en Europe le signe d'une efficacité plus grande que chez nous. Est-ce à dire que nous sommes encore l'objet d'une centralisation que Michelet pouvait lui aussi revendiquer? Oui, je crois qu'il y a toujours, j'ai sans doute commis le même péché que mes prédécesseurs et que mon successeur, toujours l'idée que l'État doit être premier et que les régions doivent suivre. Et même s'il y a des contrats qui ont pu faire en sorte de travailler ensemble, il y a toujours l'idée que la centralisation est un système efficace. Autant sur un certain nombre de domaines, je le crois, et notamment sur les questions régaliennes par définition, autant sur d'autres champs aujourd'hui de l'action publique, ce n'est plus vrai. Et même le fait d'avoir un État central aussi puissant et aussi pauvre, en définitive, en moyens et en ressources, crée justement une insatisfaction qui pèse sur la démocratie et le jugement que l'on porte sur les institutions. C'est pourquoi on attend toujours un acte nouveau de la décentralisation. Il ne s'agit plus de refaire une réorganisation territoriale, il s'agit de savoir ce qui doit relever de l'État et ce qui doit être confié aux collectivités territoriales et en particulier aux régions. Justement, vous avez été bien sûr président de la République, mais avant cela président de conseil général et maire de Tulle. Vous avez tenu les deux côtés du pouvoir. Comment vous concevez cette éternelle dialectique entre jacobins et girondins, entre les collectivités et l'État central? Oui, j'ai été maire, président de département, et c'est une position très commode. Tout ce qui va mal, c'est l'État, tout ce qui va bien, c'est nous. Mais est-ce que cette posture peut suffire? Non. Il y a nécessité d'avoir du respect pour l'État. J'ai dit combien il était trop centralisé en France, mais combien il était nécessaire pour assurer l'unité, la cohésion
ou ce que Carole Delga appelait la bienveillance aussi. Combien on a besoin d'avoir un État qui, à un moment, lorsque la nation traverse des épreuves, qui puisse appeler aux forces communes de notre pays. Mais je pense que nous ne sommes pas allés assez loin, pas forcément au plan local, parce que les maires disposent de moyens importants, mais même sur la question de la sécurité. On a vu combien les évolutions avaient été dans le sens d'attribuer plus de pouvoir aux communes. Ce qui devient insupportable pour beaucoup d'élus, et j'ai pu être dans cette situation, sans les corriger toutes, c'est d'être entravé, non pas par une tutelle financière, mais par une tutelle technique, par une tutelle permanente, et d'être entravé dans sa liberté. Alors autant il faut des règles, bien sûr, qui s'imposent à tous, autant il faut plus de liberté pour l'application de ces règles, et c'est tout ce qui a été dit ici déjà sur le principe de différenciation. Il a été introduit, mais il n'a pas été jusqu'au bout de la mise en œuvre de ce principe. Il heurte ceux qui pensent que toute différenciation est un manquement à l'unité et à l'égalité, mais en réalité, il empêche les collectivités territoriales, et en particulier les régions, d'aller jusqu'au bout des compétences qui leur sont dévolues. Comment vous expliquez ces relations toujours, ou du moins souvent, houleuses entre le pouvoir central, l'exécutif d'une part, et de l'autre, les collectivités et leurs représentants? Bon, comme président de la République, aller au congrès des maires est toujours un moment savoureux. Entendre le vice-président notamment faire étalage de ses connaissances financières et de la prédation que l'État organiserait contre les collectivités locales justifie même toute candidature pour aller à l'Élysée, rien que pour avoir le bonheur, quand on n'est plus maire, d'entendre André Léniel et les présidents successifs de l'Association des maires de France. C'est beaucoup plus policé à l'Association des régions de France parce que vous êtes moins nombreux, c'est la seule raison, pour l'Association des départements. Mais il y a cette rugosité qui est assez légitime. Les collectivités demandent plus d'autonomie, mais le vrai problème qui s'est posé, et qui s'est accru même, c'est la question de l'autonomie financière. C'est vrai que lorsque Jean-Pierre Raffarin avait introduit dans la Constitution le principe de l'autonomie financière, beaucoup avaient entendu qu'il ne serait plus possible de supprimer un impôt local sans qu'il y ait une inconstitutionnalité dans la décision qui pouvait être prise dans ce sens. En réalité, vous avez su que le Conseil constitutionnel avait considéré que dès lors qu'on ne privait pas la collectivité de la ressource, c'est-à-dire de la recette, il était possible de supprimer un impôt. Et un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est que, et notamment pour les communes, mais c'est vrai aussi pour les régions, c'est de ne plus disposer de ressources propres. Or, il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas d'organisation démocratique sans que l'autorité qui émette une dépense puisse voter en contrepartie une recette. Et lorsqu'une partie des citoyens ne votent plus, enfin ne payent plus d'impôts, il y a une distinction qui s'opère entre les citoyens et il y a une distance qui s'opère entre les citoyens et les responsables. Et donc dans les réformes qui sont, j'espère, attendues, il doit y avoir non seulement le transfert d'impôts d'État, ce qui s'est fait pour les régions, ce qui s'est fait aussi pour les départements, mais il doit y avoir une réforme de la fiscalité locale pour qu'il puisse y avoir des ressources qui puissent être décidées par les élus eux-mêmes. Sinon, on a toute cette ambiguïté de savoir que plus personne ne sait qui paye l'impôt et où va l'impôt. Président de la République, nous le disions, maire de Tulle, président du Conseil général de Corrèze, mais vous n'avez jamais été président de région dans votre trajectoire politique. Personne n'est parfait. Quelle est la spécificité, selon vous, de la région, de leur position dans l'architecture institutionnelle de notre République? Ah, mais j'ai été conseiller régional, j'ai été même député européen. Le seul mandat, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, que je n'ai pas exercé, c'est celui de sénateur. Donc j'ai été un cumulard, mais un cumulard dans le temps, un cumulard de mandats, et j'ai donc une expérience très grande. Et c'est pour ça que j'ai supprimé le cumul des mandats pour qu'il puisse y avoir des évolutions dans les rapports entre les élus et les citoyens, et surtout dans le fonctionnement de nos institutions. J'ai été donc conseiller régional et
d'une petite région, à l'époque la plus petite de France, c'était la région Limousin. Et ce qui me frappait, c'est qu'elle était chargée de compétences importantes, notamment en matière de transport, mais dépourvue de ressources. Et même si c'était une petite région, son problème qu'elle avait par rapport au département, c'est qu'elle était plus loin, plus distante des citoyens. Et c'est pourquoi je crois que, bien sûr que les conseillers régionaux ont toujours un rôle de rapport avec la population, mais il ne faut pas demander aux régions d'être ce que les départements sont ou ce que les intercommunalités peuvent être ou des communes. Ce n'est pas leur rôle d'être en lien direct avec les citoyens. Leur rôle, c'est de décrire ce que peut être une projection de l'avenir d'un territoire, d'organiser le travail avec l'ensemble des élus et de communiquer autant qu'il est possible sur les politiques publiques. Mais voilà, c'est un mandat que j'ai apprécié aussi parce qu'il y avait plus de moyens dans une région même petite que dans un département même grand comme la Corrèze, qui bénéficiait jusqu'à mon élection de moyens de l'État très importants. Vous évoquiez le cumul des mandats. Évidemment, pendant votre quinquennat, vous avez mis fin à ce cumul des mandats entre mandat parlementaire et présidence d'un exécutif local. Avec le recul, et alors qu'on peut aujourd'hui évaluer les effets de cette loi, est-ce que vous êtes satisfait de son impact dans la vie politique nationale, dans celle des collectivités, et comment vous réagissez aux critiques qui se sont fait jour justement sur cette évolution? Bon, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée là-dessus. Je vais vous donner mon sentiment. Il sera très difficile de revenir sur cette décision, bonne ou mauvaise, parce que les Français sont maintenant désireux d'avoir des élus qui sont concentrés sur un ou deux mandats, mais en tout cas sur un mandat parlementaire qui ne peut pas se cumuler avec un mandat d'exécutif. Est-ce que ça a changé les rapports au sein de l'Assemblée nationale? Du Sénat, sûrement pas, parce qu'il y a toujours cette tradition. Au sein de l'Assemblée nationale, sûrement, mais c'est moins dû au non-cumul qu'à l'affaiblissement des grands partis politiques et au surgissement d'autres structures qui ont donné des élus ces dernières années à l'Assemblée nationale. Si l'on voulait, pour aller jusqu'au bout de la question, si on voulait revenir à une forme de cumul de mandats, il faudrait changer profondément le mode de fonctionnement de nos assemblées. Puisque vous avez bien voulu dire que je venais comme témoin. La première fois que j'ai été élu à l'Assemblée nationale, c'était en 1988. L'Assemblée nationale ne siégeait que 6 mois par an, avec 2 sessions. Les députés, c'était sans doute vrai aussi pour les sénateurs, j'étais député, pouvaient déléguer comme ils l'entendaient leur pouvoir. Un député pouvait voter pour 10, 20, 30, selon sa célérité, sa rapidité à appuyer sur les boutons pour le vote. Les députés pouvaient ne pas siéger dans les commissions sans qu'il encourt quoi que ce soit quant à des sanctions qui pouvaient leur être infligées. J'ai connu des députés qui venaient au début de la législature et que nous ne retrouvions qu'à la fin. C'était donc une forme de vie qui était celle d'une histoire, celle aussi d'une organisation. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, travaille sur une session unique toute l'année. Il y a même des sessions extraordinaires. Il n'est pas possible de déléguer son vote plus d'une fois. Et il faut siéger dans les commissions parlementaires sous peine de sanction s'il y a de l'absence. Donc soit on considère qu'on peut exercer 2 mandats, dont un mandat d'exécutif, mais alors c'est l'ensemble de la vie parlementaire qui doit changer. Pourquoi pas? Un des principes serait de voter beaucoup moins de lois. Donc soit la République devient vraiment décentralisée et on vote moins de lois et on délègue plus de responsabilités aux régions, voire aux communes et aux intercommunalités, et on fait des parlementaires aussi des représentants des territoires. C'est une voie possible. Soit on reste sur ce qui a été l'évolution de ces dernières années, avec un Parlement qui est extrêmement occupé, alors même qu'il ne vote plus les lois. C'est assez le paradoxe, si vous voulez. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le Parlement, enfin l'Assemblée nationale est très occupée pour ne pas voter finalement à la fin.
Mais ça n'empêche pas qu'il y a une suractivité parlementaire. Donc il faut choisir. Une chose qui m'apparaît, en tout cas, au-delà de la manière avec laquelle ce débat pourrait être éventuellement tranché, ce qui me paraît préoccupant, c'est qu'il y a une coupure qui s'est installée, mais qui n'est pas due simplement au non-cumul, loin de là, entre les élus locaux et le débat national. Les élus locaux, y compris au niveau des régions, et des départements et des communes, se sont repliés sur leur territoire, travaillent pour leur territoire, et ne sont pas forcément en capacité de pouvoir influencer les politiques nationales comme auparavant. Et de la même manière, il y a des députés, ou peut-être même des sénateurs, qui sont trop loin des territoires et légifèrent sans connaître la vie des territoires. De ce point de vue, cette coupure est extrêmement préjudiciable à la démocratie en France. Et elle tient sûrement à certaines dispositions, mais elle tient aussi à l'affaiblissement des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans grands partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans qu'il y ait un lien très fort entre le local et le national. Il n'y a pas de démocratie sans que l'expérience à l'échelle locale puisse être partagée à l'échelle nationale, pour découvrir que nous avons souvent des sujets communs et quelquefois des différences entre territoires, et qui justifient sûrement des adaptations législatives. Donc à travers le débat sur le cumul des mandats, on voit bien que c'est la question du lien qu'il faut établir entre le local et le national, et de l'organisation de notre vie politique. Quand il n'y a plus de partis politiques organisés, il y a véritablement un risque de coupure entre les citoyens et les responsables au plus haut niveau. Justement, avec ce recul historique d'une dizaine d'années maintenant, qu'est-ce que vous corrigeriez, rajouteriez, modifieriez à cette loi sur le non-cumul? Non, je ne suis pas favorable à ce qu'on réouvre ce débat. Je serais favorable à ce qu'on réouvre le débat du fonctionnement global des institutions et en particulier du Parlement, et de savoir exactement qu'est-ce que nous voulons faire de nos élus au plus haut niveau. Et sûrement qu'il y a un débat institutionnel qu'il faut ouvrir plus largement, y compris sur des changements plus profonds de nos institutions. Sur le sujet lui-même de la décentralisation, si je peux formuler des conseils, je ne toucherai plus à l'organisation même. D'ailleurs, je constate que lorsque j'avais proposé et que j'avais fait voter la réorganisation des régions, enfin le redécoupage des régions, beaucoup m'avaient prédit qu'il y aurait des remises en cause de cette décision. Et à part pour la collectivité unique d'Alsace, il n'y en a eu aucune remise en cause. Les présidentes des grandes régions n'ont pas demandé de revenir à l'état antérieur. Et les régions qui n'avaient pas été fusionnées, il y en a ici représentées, n'ont pas demandé de les rapprocher d'autres régions. Donc, de même manière que de vouloir une fois encore toucher au département, on peut toucher au mode de scrutin, ça fait partie des sujets possibles. Mais comment supprimer aujourd'hui un département alors qu'on se plaint justement du manque de proximité des Français par rapport à leurs représentants? Donc le débat n'est pas sur l'organisation, le débat est sur quelle délégation supplémentaire de ressources et de compétences nous acceptons de transférer aux régions en particulier, quelles sont les ressources que nous leur mettons à disposition, quelle révision de la fiscalité locale, et enfin quelle différenciation nous acceptons au-delà de la question de la singularité de la Corse et des régions d'outre-mer. Ça me paraît être le sujet essentiel. Ne nous perdons pas sur les organisations, allons sur les compétences, les délégations et les différenciations. Alors justement, sur le fameux millefeuille, le crumble, disait la présidente Braun-Pivet tout à l'heure, la loi NOTRe, appliquée sous votre quinquennat, redéfinissait les compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale. Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin aujourd'hui et préciser encore davantage les répartitions de compétences? Oui, il y a encore sûrement des compétences enchevêtrées, c'est évident. Mais ce qu'attendent, je pense que ça sera aussi la position de l'Association des régions de France. Ce qui est attendu, c'est que l'État renvoie vers les régions des compétences
celle qu'il exerce peut-être insuffisamment ou mal. Je vais en prendre une parmi beaucoup d'autres. Le logement. Pourquoi y a-t-il encore une compétence d'État qui soit reconnue pour le logement, dans la situation en plus que connaît aujourd'hui cette activité, alors que les régions seraient beaucoup plus appropriées avec les intercommunalités et les métropoles pour mettre en œuvre une politique de logement. Je peux même ajouter sur la question écologique. Je pense que les régions et les intercommunalités peuvent être beaucoup plus appropriées pour mettre en place des politiques écologiques. Et qu'il y a toujours cette volonté de la part de l'État de se dépourvoir de cette compétence, alors qu'elle est, à mon avis, mal exercée. Donc je crois aujourd'hui à cet acte nouveau de décentralisation, de transfert des compétences. Justement, est-ce que vous pouvez préciser quelle piste, quelle perspective vous tracez pour ce nouvel acte, ce fameux nouvel acte de décentralisation que tous les représentants des collectivités appellent de leur vœu? Je ne suis pas le mieux placé aujourd'hui, c'est aux élus eux-mêmes de déterminer ce qu'ils attendent de cette nouvelle opération de décentralisation. Je crois que ce qui a réussi, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, c'est le développement économique. Il y a encore trop de compétences qui sont détenues au niveau de l'État, mais de ce point de vue-là, les régions ont montré la voie. Sur la question de la recherche, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Sur les universités, je crois qu'on devra aller là aussi plus loin en confiant aux régions davantage de compétences, même s'il y a une politique de monopole de délivrance des diplômes et de classification. Mais je crois que tous ces domaines-là, les régions ont fait la démonstration qu'elles étaient plus appropriées, plus efficaces, mais qu'elles manquaient de moyens pour aller jusqu'au bout. Ensuite, je l'ai évoqué, le logement, la politique agricole, bah, là aussi, elle peut être davantage décentralisée. Et puis, même les fonds européens, on est revenu sur ce qui était pourtant un acquis, c'est-à-dire de pouvoir laisser les régions disposer elles-mêmes de l'utilisation des fonds européens. Et même l'État a repris les fonds européens pour justifier son intervention sur un certain nombre de politiques publiques. Alors c'est plus facile quand on est hors du pouvoir, pour ne pas dire dans l'opposition, pour dire voilà ce que l'État ne devrait plus faire. Mais je pense que c'est l'intérêt même de l'État et de ceux qui gouvernent de se libérer d'un certain nombre de compétences. Puisque aujourd'hui, comme je l'évoquais en souriant, tout ce qui va mal est rapporté à l'État, à l'exécutif et au président de la République. Donc il est tout à fait nécessaire pour le libérer qu'il laisse des compétences aux collectivités locales. Justement, en tant que président de la République, ancien président, qu'est-ce que vous regrettez d'avoir fait en matière de décentralisation, ou au contraire de n'avoir pas fait ou pas assez fait? Je ne vais pas défendre ce que j'ai fait, tout le monde le fait à ma place, donc ce n'est pas la peine. Mais ce qui manquait, peut-être faute de temps, c'était le dernier acte. On avait refait les structures, on avait identifié et clarifié les compétences. Ce qu'il fallait, c'était transférer davantage de pouvoir aux régions en particulier, puisqu'on les avait voulues plus grandes et plus fortes. Un des regrets, mais alors ça, ce n'est pas simplement sur mon mandat, et c'est peut-être sur les 30 ou 40 dernières années, c'est que notre fiscalité locale, on l'a laissée dans un état archaïque, injuste, et donc il a été commode après d'en supprimer un certain nombre d'éléments, notamment la taxe d'habitation ou tout ce qui était les impôts de production. Je rappelle que les impôts de production, c'était l'ancienne taxe professionnelle, pour être tout à fait clair, hein. Et la C3S, mais enfin ça, c'est les spécialistes qui peuvent aller jusqu'à ce niveau de raffinement. Mais il y avait sûrement une refonte générale de la fiscalité locale qu'aucun gouvernement n'a vraiment menée, parce qu'il y a des transferts de prélèvements qui sont extrêmement préjudiciables pour ceux qui en décident. Mais qu'il n'y ait pas eu d'impôt sur le revenu additionnel pour les collectivités locales, qu'il n'y ait jamais eu d'impôt économique pour les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, être maire, ça vaut aussi pour d'autres fonctions,
quand vous ne disposez plus de la possibilité de lever l'impôt sur tous les citoyens et que vous n'avez même plus d'intérêt à ce qu'il y ait de nouveaux habitants et pas d'intérêt non plus à ce qu'il y ait de nouvelles installations économiques sur votre territoire, ça pose quand même un problème. Donc la grande réforme à faire, c'est quand même celle de la fiscalité locale. Il faut réintéresser les élus à construire, à accueillir une population et à avoir des zones d'activité, toutes sortes de zones d'activité, y compris les plus sobres, j'espère. Mais voilà, il faut les rendre bâtisseurs, investisseurs et innovateurs. Et ce n'est pas forcément aujourd'hui le système fiscal qui incite à ce type de comportement. Finalement, ce qu'on peut reprocher aux gouvernements successifs, c'est de s'en être surtout tenu aux structures, à l'architecture, et moins justement au transfert des compétences, et en particulier financières et fiscales. Oui, je pense que c'est vrai. Ce constat est juste. C'est plus facile de changer les structures que de changer l'organisation de l'État. Parce qu'en réalité, nous parlons de la décentralisation, mais pour ne pas parler de la réforme de l'État. La décentralisation, c'est la réforme de l'État. Si on veut que l'État puisse être plus efficace, qu'il soit plus puissant, qu'il soit plus concentré, eh bien, il faut de la décentralisation. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut plus de ressources pour l'État. Il en capte déjà beaucoup. Il faut qu'il dépense davantage. Il est un des États qui dépense le plus au niveau européen, ou qu'il soit plus capable d'emprunter. Nous empruntons de manière record cette année et l'année prochaine. Non, il faut changer l'organisation de l'État. Il faut changer les systèmes de fonctionnement de l'État. Et c'est ça qui, à mon avis, doit être le projet des prochaines années. Et pour y parvenir, la décentralisation est une des façons peut-être la plus efficace. De la même manière, si on veut déconcentrer, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la déconcentration même s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a eu, la Cour des comptes d'ailleurs le relève, il y a eu dans les suppressions d'effectifs, dans les modifications d'effectifs, c'est au niveau des territoires que les effectifs ont été supprimés et pas au niveau central. Donc il faut aller vers cet abandon par l'État d'une partie de ces domaines d'intervention d'aujourd'hui pour qu'il change aussi son organisation. Donc il ne faut pas opposer les élus et l'État. D'une certaine façon, l'intérêt de l'État, c'est que les élus aient plus de pouvoir. On pointe souvent les torts, les fautes, les responsabilités de l'État, mais est-ce que vous ne considérez pas que parfois ce sont les élus eux-mêmes, et notamment les régions, qui ne se saisissent pas des opportunités, des compétences, des responsabilités qui leur ont été offertes par les différents processus de décentralisation? Oui, sans doute. On réclame des pouvoirs et on n'en exerce pas forcément la totalité, sûrement. Mais ça dépend des collectivités elles-mêmes. Elles en ont le droit. Ce que je crois, c'est que il faut que ça a été un des progrès des textes récents, c'est que les collectivités travaillent mieux ensemble. Et d'une certaine façon, la conférence territoriale contribue à cet exercice. Les régions travaillent avec les départements et les intercommunalités ensemble ont des projets communs. Ça n'empêche pas les conflits, mais même sur le plan politique, au-delà des clivages, les conférences territoriales fonctionnent plutôt bien. Ce qui fonctionne moins bien, c'est les rapports, convenons-en, entre les élus et l'État. Il y a eu sans doute un doute sur le rôle des corps intermédiaires. Or, je pense que les corps intermédiaires sont indispensables pour le fonctionnement général de la démocratie. Mais je crois qu'il y a aussi un conservatisme des élus. Quand on a fait la réforme, parce qu'on en a fait plusieurs quand même, on a fait une première loi où on voulait créer les métropoles, on les a créées d'ailleurs, mais toutes les villes voulaient devenir métropoles. Alors, ça c'est un principe très français. Donc j'avais dit que c'était des villes de plus de 400 000 habitants. Alors des amis, souvent des camarades, et ils n'avaient pas 400 000 habitants. Mais ils disaient, mais quand même, on est une ville spécifique, on t'a quand même soutenu dans ta campagne, il ne faut pas exagérer. Pourquoi on ne serait pas métropole? Donc on voulait tous être, enfin, ils voulaient tous être métropole. Ensuite, avec la question des départements,
On disait quand même les départements, il faut peut-être les mettre uniquement sur le social et renvoyer sur les régions les compétences économiques. Puis est-ce que ce ne serait pas mieux que les collèges et les lycées soient gérés par la même collectivité? Est-ce qu'on ne ferait pas des efforts d'économie? Ah ben, dit quand même, tu as été président de conseil général, tu ne peux pas nous faire ça. Alors après, on allait voir les régions, on disait quand même pour les régions, est-ce qu'il ne faudrait pas se réorganiser? Bah non, les régions, on les avait toutes, ou presque. Donc ne touchons à rien. Donc il y a un conservatisme, bien sûr. Et là, il faut qu'on se dise tous à peu près la vérité. Si on veut changer, y compris avec la décentralisation, y compris avec une autre organisation de l'État, y compris avec des compétences, il faut qu'on accepte le changement. Et on n'est pas forcément tous prêts au changement. Et les élus, pas plus que les autres. Donc il faut qu'on soit capable, à un moment, de perdre une partie de notre certitude, de nos habitudes, pour arriver vers une meilleure organisation du fonctionnement de nos institutions et du service aux citoyens, parce que c'est quand même ça, l'enjeu, c'est quand même que le citoyen se sente à un moment mieux considéré. Et paradoxalement, on a vu ce qui s'est produit ces dernières années, c'est que les citoyens, alors qu'on dépense quand même beaucoup, peut-être mal, mais qu'on dépense beaucoup, et bien le citoyen a le sentiment, et quelquefois la réalité, qu'il n'est pas considéré, pas reconnu et pas satisfait. Conservatisme des élus, disiez-vous, mais peut-être aussi une forme de frilosité, dans la mesure où s'emparer de compétences et de responsabilités, c'est peut-être aussi récolter des ennuis politiques. Oui, mais enfin là, il ne faut pas se présenter au scrutin si on ne veut pas d'ennuis. Il ne faut même pas être candidat à la présidence de la République. Si certains ont cette idée, je vais les prévenir. C'est quand même beaucoup d'ennuis. Mais une fierté considérable, un honneur très grand. Mais il faut prendre des risques. Si on veut simplement gérer son mandat jusqu'à la fin de sa vie, faut à ce moment-là renoncer à toute idée de changement du pays. Il faut vivre son mandat comme un métier. Or, ce n'est pas un métier d'exercer une fonction comme celle de conseiller régional, président de région ou président de la République. Ce n'est pas un métier. Et même si on peut rester président de région plus de 2 mandats, je ne vise personne, mais c'est quand même un avantage de rester président de région plus de 2 mandats. Il est très important de ne pas être dans l'habitude, de ne pas être dans la répétition, d'inventer à chaque fois. Et ça aussi, c'est quand même une gratification d'être élu local par rapport à président de la République, si je veux faire cette différence. C'est que quand on est maire, président d'un département, d'une région, on voit durant son mandat ce qu'on est capable de réaliser. On inaugure ce qu'on a décidé. Président de la République, ce sont les autres qui inaugurent. C'est très désagréable. Et quelquefois même, ce sont le successeur qui inaugure ce que vous avez fait. Ce qui est encore plus désagréable. Mais donc c'est loin. Et quand on vote, quand le Parlement vote un texte, il ne porte même pas le nom du président de la République, il porte le nom du ministre qui a présenté le texte. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est quand même la traduction dans la vie réelle. Et ça, je pense que c'est pour ça que la décentralisation, c'est si important. C'est que la décision qui est prise, 2 ans, 3 ans, même si c'est quelquefois plus long, voilà, il est possible de la livrer. Quand un président s'engage sur la baisse du chômage, même si le chômage baisse, comment le mesurer, le démontrer, le faire vivre, le reconnaître? Ce qui est un des problèmes d'ailleurs de ce qu'est la vie démocratique. Donc c'est pour ça que la décentralisation, c'est au moins la possibilité de démontrer chaque jour que ce qui est décidé est fait et que ce n'est pas une parole. Une forme d'injustice par rapport au ressentiment donc, qui s'exerce sur le président, mais on constate que toutes les élections locales, y compris l'élection municipale qui était toujours jusqu'ici la plus courue, elle aussi est victime d'une désaffection et d'une abstention croissante. Comment vous expliquez ce phénomène qui semble irrésistible? D'abord, il y a sans doute des événements conjoncturels qui ont expliqué la très forte abstention ces dernières années, aussi bien pour les élections municipales, cantonales et régionales. Mais ce que je pense surtout, c'est que c'est la dépolitisation qui crée l'abstention. Nous avons tout intérêt à politiser les élections locales comme les élections nationales. C'est un enjeu politique. Si on est simplement dans la gestion et dans l'apolitisme général, bon, ça vaut pour les communes de
petite taille. Mais si on ne donne pas un sens à l'élection, pourquoi l'électeur viendrait se déplacer? C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le rôle des partis politiques. Les élections locales étaient souvent un moyen pour les partis politiques dans l'opposition d'obtenir une reconnaissance et peut-être une espérance pour les alternances futures. Et à l'inverse, pour le pouvoir en place, c'était un moyen d'obtenir une confirmation. Il faut remettre de l'enjeu. Alors l'enjeu par rapport au national, mais l'enjeu local aussi. Il y a pas, même si il y a des politiques qui quelquefois correspondent à l'intérêt général et donc il n'y a pas de raison de distinguer de gauche et droite. Mais quand même, il y a des gestions de gauche et des gestions de droite. Et si on efface cette différence, vous avez les populistes. Parce que les populistes, ils n'ont pas besoin de faire de la politique. Ils se suffisent de la rumeur, de la peur, du ressentiment, de la colère. La colère n'est pas un programme politique, c'est une réaction. Donc si on ne repolitise pas les enjeux, les populistes, partout, utiliseront la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur d'être différent, la peur d'être abandonné. Donc il faut remettre du sens politique, et avec des différences qui peuvent être tout à fait légitimes, même si sur l'essentiel, nous nous retrouvons, les républicains. Passons maintenant, vous avez évoqué la fiscalité, passons maintenant à la question de la DGF pour conclure et plus globalement des finances. Est-ce qu'aujourd'hui la question des moyens et des budgets, c'est le nerf de la guerre et donc de l'opposition entre l'État et les collectivités? Alors sur la DGF, vous me mettez un peu en difficulté parce que je n'ai pas été très généreux en termes de DGF à l'égard des collectivités locales parce que nous étions dans une exigence de réduction de nos déficits. Même si j'ai veillé à ce que la dotation globale de fonctionnement et puis d'autres dotations puissent être d'une certaine mieux péréquées et qu'on tienne compte des inégalités territoriales. Mais là, je vais aller sur l'essentiel. Soit on a un système comme les Allemands où il n'y a que des dotations de l'État vers les régions et vers les collectivités locales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fiscalité locale du tout. On est dans cette évolution que je regrette. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, DGF, d'autres dotations, compensations, tout est compensé aujourd'hui. Tout impôt qui a été supprimé a été compensé. Généralement, les ministres disent à l'euro près. Après, les euros ne sont pas forcément de même valeur dans les années qui s'écoulent. Mais ça, c'est un système qui est supposé être celui de la confiance réciproque. Les Allemands l'ont démontré, où l'État affecte, selon des critères, des fonds aux collectivités publiques pour agir. Soit on est sur une autre option, qui est de revoir les systèmes de fiscalité et de faire en sorte que les élus puissent décider, au-delà des dépenses, des recettes qui leur sont nécessaires. Voilà, c'est les deux options qui sont ouvertes. Le système, comme souvent en France, le système intermédiaire, le système mixte, ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a des impôts locaux et des compensations et des dotations. Ce système mixte est illisible. Et regardez ce qui se passe pour les départements aujourd'hui avec les DMTO, où ils ont eu une période assez faste, des dépenses plus actives, puis maintenant un recul à cause de la situation du marché du logement, et donc une incertitude quant à leurs recettes. Donc je pense vraiment qu'il est nécessaire de choisir l'une des deux options et de s'y tenir, et d'éviter cette pluralité de ressources qui explique, d'ailleurs, comme c'était très bien dit tout à l'heure par la présidente de l'Assemblée, le fait que les Français ne comprennent plus rien au système de prélèvement. On a quand même le sentiment, et ce sera ma dernière question, que pour vous, la question fiscale, la question budgétaire n'est pas le cœur central de ce que devrait être le prochain acte de décentralisation et qu'il s'agit vraiment d'une réforme globale qui concerne aussi bien l'État que les collectivités elles-mêmes. Oui, parce que l'ingéniosité fiscale, qui m'a quelquefois été reprochée, elle est sans limite. Donc il ne s'agit pas simplement de revoir le système fiscal. Il faut savoir quelles compétences l'État veut renvoyer sur les régions et sur les collectivités locales, quelle différenciation il est prêt à accepter, quelle organisation il est prêt à consentir, et enfin les recettes qui doivent être finalement la résultante des choix qui sont faits. Ensuite, c'est aux élus de pouvoir mettre en œuvre
les politiques qui pourront être engagées sur la base de cette clarification. Et ce qui est, à mon avis, dommageable aujourd'hui, c'est que ce que font les régions et d'une manière générale les collectivités publiques, ce n'est pas forcément rapporté au niveau national. Il n'y a pas suffisamment d'expériences qui sont généralisées, pas assez d'innovations qui sont reprises par l'État ou par les pouvoirs publics. Comment faire justement pour que ces innovations soient reprises au niveau national? Il faut se parler. Finalement, c'est quand même ça la meilleure façon, se parler. Il y a quand même rien de mieux que d'avoir régulièrement entre le président de la République, les présidents de région, ça peut valoir aussi pour les présidents de département, des rencontres de travail. C'est quand même la seule façon, face à des sujets qui sont majeurs, de pouvoir non seulement être informé, de pouvoir décider. Pour le reste, ce qu'il faut, c'est que les collectivités puissent agir dans le temps. La chance que vous avez, vous, les régions, c'est que vous avez 7 ans, là, maintenant. C'est beaucoup, 7 ans. Vous avez un septennat quand on a fait un quinquennat. Donc, profitez du temps. Le temps d'action, c'est essentiel. Et en plus, il n'y a pas de dissolution pour les conseils régionaux. Donc, vous avez tout l'avenir devant vous. Merci. Merci, Monsieur le Président.